On l'a tous en tête, cette scène. C'est le grand classique dans les bureaux d'une très grande entreprise. La direction générale, prise d'une sorte de frénésie technologique, vient de dépenser des millions d'euros. Ah ouais, les fameuses licences pour tous les employés. Exactement. Ils déploient la dernière intelligence artificielle générative sur tous les ordinateurs. Le communiqué de presse part, on sort le champagne, on célèbre l'entrée dans le futur, et puis on attend le miracle. Le fameux miracle de la productivité qui doit exploser pendant la nuit. Voilà. Sauf que, 6 mois plus tard, on fait le bilan. Et là, on réalise que l'outil le plus cher et le plus sophistiqué du monde sert en gros à rédiger les emails d'absence. Ou à résumer le menu de la cantine. C'est tellement ça. C'est une catastrophe. Et c'est le cauchemar actuel de la plupart des grandes structures avec l'IA générative aujourd'hui. Et c'est un réveil qui coûte extrêmement cher en fait. Parce que la réalité brutale du terrain, c'est que l'accès à une technologie, c'est pas une stratégie. Confondre l'achat de licence avec une vraie transformation numérique, c'est l'erreur de la décennie. C'est clair. Sans une direction claire, sans cadre précis, on génère juste de la dette technique invisible. On paye des abonnements qui sont sous-utilisés ou pire, utilisés pour des trucs futiles qui n'apportent aucun retour sur investissement. C'est exactement le cœur de notre exploration d'aujourd'hui. Les documents qu'on va décortiquer s'adressent directement aux décideurs, donc les directeurs généraux, les DSI, les directeurs de l'innovation. Ceux qui tiennent les cordons de la bourse, quoi. Tout à fait. Notre mission pour ce décryptage, c'est de comprendre pourquoi ces sources affirment qu'il est absolument indispensable de passer par une mission de conseil très spécifique en IA avant de déployer quoi que ce soit. C'est ça. Et on se base sur la méthodologie de Jérôme Yavaron, un expert du domaine, ex-Michelin d'ailleurs. On va en parler de ça, c'est super intéressant. L'idée, c'est de voir comment sa méthode transforme un concept un peu nébuleux en un vrai ROI mesurable. Et le truc fou, c'est qu'il fait ça avec une intervention de 3 à 5 jours seulement. Ce délai de 3 à 5 jours, c'est vraiment le point de rupture avec le conseil traditionnel. L'approche se veut ultra pragmatique. Le but, c'est pas de faire des mois d'audit théorique pour pondre un rapport de 100 pages. Que personne ne lira de toute façon. Exactement. C'est d'agir de manière chirurgicale pour montrer la valeur immédiate sur des processus bien précis. Bon, avant même de disséquer ce calendrier très serré, il y a une distinction dans les sources qui m'a vraiment frappé. C'est la ligne de démarcation absolue entre le conseil et la formation. Ah oui, c'est fondamental ça. Parce que spontanément, un dirigeant se dit « Bon, j'ai acheté l'outil, je paye une formation de 2 jours à mes équipes pour apprendre à prompter, et hop, problème réglé. » Mais les documents disent que c'est la pire approche. C'est vraiment prendre le problème à l'envers. En lisant ça, j'ai pensé à une analogie. Former son conseiller d'abord, c'est comme donner à chaque employé un stagiaire hyper intelligent qui lit et écrit super vite. Mais qui est totalement amnésique. Voilà, il n'a aucune mémoire, il ne connaît rien de la boîte. L'analogie est parfaite. Ce stagiaire amnésique, en fait, c'est l'IA brute. Elle a des capacités de dingue, mais elle connaît rien de l'entreprise, de son jargon ou de ses règles de conformité. Donc si on fait juste de la formation, on apprend aux gens à parler à ce stagiaire vide en fait. Exactement. Chacun va lui demander des trucs différents, sans aucune cohérence, et sans le contexte de l'entreprise, le cerveau que le conseil doit construire, ce stagiaire va se mettre à halluciner, à inventer des procédures. Et au final, ça crée plus de boulot de vérification que de gain de temps. C'est tout à fait ça. Le conseil vient définir les règles du jeu. Quoi faire, pourquoi et surtout quels sont les chantiers prioritaires qui vont vraiment impacter la rentabilité. Donc la formation, c'est juste la dernière étape. C'est comment appuyer sur les boutons une fois que la stratégie est posée. Ouais, le conseil garantit qu'on résout de vraies frictions métiers, des goulets d'étranglement qui coûtent cher. Si on commence par la formation, c'est l'éparpillement total garanti. Il y a une règle d'or d'ailleurs dans les documents, la règle du zéro PowerPoint inutile. Ça m'a fait sourire parce que tous les consultants promettent de l'actionnable aujourd'hui. En quoi c'est différent ici ? La grosse différence, c'est le livrable. Un audit classique va te dire, va dire à la direction, le département RH devrait utiliser l'IA pour trier les CV, vous gagnerez 20% de temps. Super, merci pour l'idée, mais je fais comment ? Voilà, c'est juste un vœu pieux. La méthode de ce consultant, elle livre une solution technique pré-paramétrée, pas une diapositive, mais un processus documenté avec les vrais prompts exacts prêts à être copiés-collés et testés avec les données du client, en plus. On passe vraiment de la théorie à l'ingénierie. Exactement. C'est du concret. Bon, parlons de ce concret justement, parce que c'est là que je suis devenu un peu sceptique. La méthodologie propose un sprint de 3 à 5 jours. L'étape 1, l'audit et la conduite du changement, durent un seul jour. C'est très court, ouais. Attends,
Auditer les processus complexes d'une multinationale, trouver les tâches chronophages, calculer le temps perdu, le tout en 8 heures, c'est de la magie noire ou c'est juste super superficiel? Bah, c'est sain d'en douter. Si le but c'était de cartographier 100% de l'entreprise, ce serait une arnaque totale. C'est bien ce qui me semblait. Mais là, la mécanique est différente. Il applique une méthode chirurgicale pour cibler ce qu'il appelle des fruits mûrs. C'est quoi un fruit mûr dans ce contexte? Comment on le trouve en une matinée? Il cherche des signatures très précises. Il va voir les départements qui brassent énormément de textes ou de données, mais avec un faible enjeu émotionnel ou stratégique. Il va pas confier la stratégie de fusion-acquisition à l'IA. Tu vois, enfin, on se comprend. Ouais, il va plutôt voir le support client ou la conformité. C'est ça. Un fruit mûr, c'est l'employé qui passe 3 heures par jour à lire des rapports de 50 pages, juste pour vérifier si 3 clauses sont là et en faire un résumé. Ah oui, le truc bien répétitif, bien binaire. Le candidat idéal pour l'automatisation. Exactement. Et un œil expert repère ça en 2 ou 3 entretiens le matin même. D'accord, je capte l'idée. Mais, toujours dans cette première journée, les sources parlent de trouver des référents IA en interne. Honnêtement, quand un consultant débarque en parlant d'IA, les gens ont juste peur pour leur poste, non? C'est vrai, et c'est là que la psychologie entre en jeu. La méthode ne présente jamais l'IA comme un remplaçant, mais vraiment comme un exosquelette. Un exosquelette pour le travailleur, j'aime bien l'image. L'argument, c'est pas de réduire les effectifs, c'est d'éliminer la corvée. Tu t'assois à côté de la personne qui se tape les rapports ennuyeux, tu lui montres que la machine fait la prélecture et qu'elle garde juste l'analyse intelligente. Là, la peur se transforme en soulagement. Et en curiosité. C'est parmi ces personnes soulagées qu'on trouve les référents naturels. Si le projet n'est pas porté par les employés de l'intérieur, il sera rejeté dès que le consultant partira. Ce qui nous amène à l'étape 2. Parce que trouver le problème, c'est bien. Mais si on branche ChatGPT direct sur les serveurs de la boîte, on risque de grosses fuites de données. Ah bah, c'est le désastre assuré, oui. C'est pour ça que l'étape 2 dure 2 jours entiers. C'est la phase de sélection et de test. Et tout se fait en off. En off, ça veut dire quoi techniquement? Ça veut dire un bac à sable sécurisé, totalement étanche et séparé des serveurs de production. On prend un échantillon de vraies données, les rapports d'hier par exemple, mais on les anonymise. D'accord, on enlève les noms des clients, les trucs sensibles. Voilà. Et c'est dans ce labo on va faire l'ingénierie de prompt. On ajuste les requêtes au millimètre pour obliger l'IA à respecter les règles de l'entreprise. On itère jusqu'à ce que le résultat soit parfait à 100%. Et une fois que c'est béton dans le labo, on passe à l'étape 3. Un jour consacré à la mise en œuvre et à la formation. C'est le crash test avec l'humain en fait. C'est le moment de vérité, ouais. On déploie en conditions réelles. Et là, le point clé mentionné, c'est les ajustements en temps réel. Parce qu'en général, le logiciel imposé par la direction, s'il faut changer une virgule, tu dois ouvrir un ticket IT et attendre 3 semaines. Exactement le truc insupportable. Ici, le consultant déploie l'outil sur le poste, l'employé teste sur son boulot du jour. S'il dit « Ah, il manque cette info dans le résumé », le consultant modifie le comportement de l'IA direct, sous ses yeux. Ah ouais, ça c'est puissant pour l'acceptation. L'employé devient co-créateur de la solution. C'est radical pour tuer la résistance au changement. Et donc le dernier jour, l'étape 4, c'est l'industrialisation à l'échelle. Sur le papier, c'est magnifique. Mais mettons-nous à la place du DG. À la fin de la semaine, quand le consultant prend son train, il reste quoi sur son bureau? Il lui faut des preuves tangibles, on est d'accord. La méthodologie prévoit des livrables très orientés gouvernance. Du genre, D'abord, une cartographie précise de tous les processus automatisables identifiés, même ceux mis de côté pendant le sprint. Ensuite, une analyse coût-bénéfice détaillée. Et surtout, une feuille de route sur 12 mois. la fameuse boussole stratégique qui manquait au début en gros. Exactement. Et avec des chiffres. Les sources parlent d'un coût de mission entre 3 000 € pour la version express et 8 000 € pour le sprint complet. Et c'est là qu'ils font une promesse assez audacieuse. Ils annoncent un ROI qui permet d'amortir la mission en 2 à 3 mois, 60 à 90 jours. Comment ils justifient un truc pareil? Bah, le calcul est implacable. Reprends notre fruit mûr. Si tu déploies une solution qui fait gagner 2 heures par jour à une équipe de 5 personnes, Ça fait 10 heures gagnées par jour, 50 heures par semaine. voilà. Et si tu convertis ces 50 heures au taux horaire des employés, la capacité de production supplémentaire dégagée couvre les 8 000 € de la mission en un temps record. C'est fou. Mais pour que ça tienne sur la durée, j'imagine qu'il faut un suivi au chevette. Parce que si une mise à jour casse tout un mois plus tard, les gens retournent au manuel direct. C'est le syndrome de l'abandon post-déploiement. C'est pour ça que la mission inclut une option de suivi mensuel. C'est pas pour prendre un café, c'est pour mesurer le vrai ROI et soutenir les références internes. Ça garantit que l'outil vit avec l'entreprise. Il y a un autre truc qui m'a intrigué dans les sources, le marché du conseil en IA. C'est un peu la jungle aujourd'hui.
Oh, c'est le Far West, oui. Des experts qui popent de partout. Exactement. Et pour se démarquer, les documents insistent vachement sur le CV de Jérôme Varron, particulièrement son passé chez Michelin. Michelin, l'industrie lourde, les pneus, c'est quoi le rapport avec l'IA générative? C'est une question de culture. Mentionner Michelin, ça rassure énormément les décideurs. L'industrie lourde, c'est la gestion des risques, l'optimisation millimétrée, la qualité absolue. L'inverse de la culture start-up où on lance un truc buggé pour voir si ça marche. C'est tout à fait ça. Appliquer la rigueur de l'ingénierie industrielle à une techno qui a l'air un peu chaotique comme l'IA, ça prouve que le projet sera traité comme un rouage critique, pas comme un jouet. Je vois. Ça pose un cadre super rigoureux. Et il parle aussi d'une triple compétence qui serait très rare. Le consultant fait la stratégie, la formation, mais aussi le développement logiciel pur. Ouais, la technique en bout de chaîne. Et là, il y a des termes pointus. Il parle de vibe coding et d'agents IA autonomes. C'est quoi concrètement le vibe coding? C'est programmé avec la voix? C'est une petite révolution en fait. Ça consiste à utiliser des modèles d'IA très avancés pour générer du code complexe, juste en décrivant ce qu'on veut en langage naturel. On dialogue avec la machine et elle code. Donc le consultant n'a pas besoin d'attendre une équipe de développeurs externes? Exactement. S'il voit qu'il manque un bout de logiciel pour connecter l'IA au CRM pendant l'audit, il peut le créer lui-même à la volée. C'est hyper agile. Et ces histoires d'agents IA autonomes, c'est plus qu'un simple chat GPT à qui on pose des questions? Ah oui, c'est le niveau au-dessus. C'est la différence entre le passif et l'actif. Un chatbot classique, tu lui donnes un texte, il le résume. Fin de l'histoire. Et un agent autonome. Tu lui donnes un objectif et il exécute une séquence tout seul. Au lieu de juste résumer une facture, l'agent va lire l'email, extraire le montant, se connecter lui-même au logiciel de compta, rentrer les chiffres et préparer une réponse. Sans qu'aucun humain n'ait touché au clavier entre chaque étape. Sans aucune intervention, oui. C'est vertigineux. Si je reprends ma métaphore de l'architecte, il dessine pas juste les plans de la maison. Il pose la plomberie intelligente et il installe un majordome invisible qui bosse la nuit. C'est une très bonne image. Et ça explique pourquoi ses recommandations stratégiques sont réalistes. Il sait dès le premier jour ce qu'il est techniquement capable de coder derrière. Cette continuité entre vision, pédagogie et exécution, c'est ça qui rend le sprint de 3 à 5 jours possible en fait. Sinon, avec des prestataires différents, les délais et les budgets explosent. Absolument, c'est l'alignement parfait des compétences. Si on fait le point sur tout ça, l'intégration de l'IA générative n'est pas forcément le trou noir financier que beaucoup redoutent. En évitant la formation aveugle, avec un conseil ciblé, on transforme une techno intimidante en vrai levier. Ouais, en ciblant les tâches à faible valeur ajoutée, avec des tests sécurisés, le ROI est vraiment atteignable en un trimestre. On passe de l'innovation motivée par la peur de rater le coche à une ingénierie de la valeur hyper calculée. Chaque euro investi doit rapporter. C'est la synthèse parfaite. Mais tout ça, ça nous amène à une réflexion finale un peu provocatrice. Les sources disent que l'IA générative va impacter 80% des tâches de création de contenu et 70% de la rédaction. C'est massif. Et c'est là qu'est le vrai défi pour les décideurs. Imagine une entreprise qui déploie ses fameux agents autonomes jusqu'au bout. Des agents qui font tout le reporting, le suivi, l'analyse. Il reste quoi pour le manager traditionnel en fait? C'est la grande question. Une fois que la paperasse et le brassage d'infos sont délégués aux machines, le management ne peut plus se cacher derrière l'administratif. C'est une réinvention totale du travail. Donc la valeur ajoutée d'un humain, ce sera plus de traiter la donnée. Plus du tout. Ce sera l'empathie, la créativité critique, le jugement moral face aux choix proposés par la machine. On est face à un changement de paradigme complet.